Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une bataille qui a eu un grand retentissement, celle des lignes d'Elvas, archétype des batailles du XVIe et XVIIe siècle. Tout son contexte ainsi que son déroulement et son résultat reflètent la forme de la guerre au XVIIe siècle, caractérisée et structurée avec l'action militaire elle-même. Mais tous les éléments qui se réunissent contribuant à l'action des forces dans un espace donné, déterminant pour le déroulement du conflit. Cette bataille ne se limite pas au choc des armes, mais prend une place dans un contexte politique avec la fin de la guerre de 30 ans, l'indépendance portugaise, l'affaiblissement des Habsbourg, mais également économiques, sociaux, qui ont motivé cette guerre. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Elvas? Venez avec moi. À la mort de Philippe III d'Espagne, son fils Philippe IV lui succède et adopte une approche différente dans les affaires portugaises. Les marchands portugais ont vu leurs impôts augmenter, la noblesse portugaise a commencé à perdre son influence au Cortés espagnol, et les Espagnols ont occupé de plus en plus de postes du gouvernement au Portugal, mettant fin à la semi-indépendance obtenue en 1580 au moment de l'Union ibérique. En fin de compte, Philippe III a essayé de faire du Portugal une province espagnole. Les nobles lusitaniens risquaient de perdre tout leur pouvoir. De plus, l'Espagne a empêtré le Portugal dans les efforts visant à supprimer l'indépendance de la République néerlandaise pendant la guerre de 80 ans. En réponse, les Hollandais se sont lancés dans des attaques systématiques contre les colonies et les avant-postes portugais, pillant ou occupant dans ce qui était connu sous le nom de guerre néerlando-portugaise, laissant sans défense par les monarques espagnols incapables de financer l'effort de guerre s'étendant sur toute la surface du globe. Les Portugais éprouvaient un grand ressentiment à l'égard de ce qu'ils percevaient comme une priorité accordée à l'Espagne pour la protection de ses propres colonies, tout en négligeant la défense des colonies portugaises. La situation culmine avec une révolution organisée par la noblesse et la bourgeoisie, exécutée le 1er décembre 1640, 60 ans après le couronnement de Philippe II, roi d'Espagne et roi de Portugal. Le premier monarque de la double monarchie. Le projet a été planifié par Antao Vaz de Almada, Miguel de Almeida et João Pinto Ribeiro, avec plusieurs personnalités connues sous le nom des 40 conspirateurs. Il tue le secrétaire d'État Miguel de Vasconcelos et emprisonne la cousine du roi, Marguerite de Savoie, qui avait gouverné le Portugal en son nom. Les troupes espagnoles combattaient alors la guerre de 30 ans et faisaient également face à une révolution dans la principauté de Catalogne. Le soutien du peuple est devenu évident presque immédiatement. Don Juan, duc de Bragance, a été acclamé comme roi de Portugal. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le pays. De 1641 à 1668, période pendant laquelle les deux nations étaient en guerre, l'Espagne a cherché à isoler le Portugal militairement et diplomatiquement de la France et de l'Angleterre. Le Portugal a essayé de trouver les ressources pour maintenir son indépendance par des alliances politiques et maintien de ses revenus coloniaux. En 1659, la guerre de restauration portugaise avait dégénéré en une impasse. À l'exception de raids frontaliers, peu de combats avaient eu lieu et ni les armées espagnoles ni les armées portugaises ne pouvaient remporter une victoire décisive sur le champ de bataille. Philippe IV, roi d'Espagne, cherche à mettre fin au conflit en assiégeant et en capturant une importante position portugaise, attirant et détruisant ainsi toute l'armée lusitanienne qui tentait d'aider la garnison assiégée. La ville d'Elvas a été choisie comme cible en raison de la menace qu'elle représentait pour la ville espagnole de Badajoz, comme lors de la bataille de Monteiro en 1644, lorsqu'une armée portugaise basée à Elvas avait traversé la frontière pour attaquer des villes espagnoles lors de la guerre de 30 ans. La prise d'Elvas et du fort de Santa Luisa permettrait également à l'armée espagnole de descendre la route d'Estremoz jusqu'à la capitale portugaise de Lisbonne, menaçant directement le nouveau roi Juan IV. La cour portugaise était consciente de la menace espagnole pour la ville et avait considérablement renforcé la force des fortifications défensives de la ville au cours de la guerre. Cependant, des années d'action militaire mineure dans la région avaient dégradé l'état de préparation de la garnison et la ville n'était pas préparée à un siège.
En outre, bien que la préparation espagnole pour l'offensive ait été détectée, la grande majorité de l'armée portugaise a été déployée dans le nord du pays, en préparation d'une attaque espagnole présumée. Olivença était tombé aux mains des Castillans en 1657. En réponse à la saisie de cette importante place, la régente, Juan IV étant mort en 1656, Dona Luisa de Guzman avait décidé d'investir Badajoz en 1658, mais la place castillane était l'une des forteresses les plus solides et fondamentalement la monarchie espagnole qui résiste à un siège mené par environ 17 000 Portugais, qui en septembre, lorsque l'armée de secours castillane approche sous le commandement de Don Luis de Haro avec 8 000 hommes. Dans ces circonstances, l'armée lusitanienne décide de se retirer au Portugal. Le commandant espagnol, avec une armée forte de 20 000 hommes, décide de poursuivre les Portugais, envahissant ainsi le royaume de Portugal. En décembre 1658, une armée espagnole commandée par Don Luis de Haro campe à la frontière avec 14 000 fantassins, 3 500 cavaliers et plusieurs pièces d'artillerie. Les préparatifs espagnols pour le siège d'Elvas durent plusieurs jours, le temps que les Portugais utilisent pour préparer davantage les défenses de la ville et appeler à l'aide. Haro répartit ses troupes dans des tranchées, donnant l'ordre de tuer tous ceux qui s'approcheraient de la ville, et prépare son armée à faire face à la force de secours que les Portugais enverraient inévitablement. Les Espagnols ont bombardé la ville, provoquant la panique et des victimes parmi les populations civiles. Tandis que la maladie faisait 300 morts par jour à l'intérieur des murs. Le siège dura plusieurs semaines. La seule façon de sauver la ville était d'attendre l'aide d'une armée de secours. La reine-mère Dona Luisa de Guzman décide d'appeler Antonio Luis de Meneses, comte de Castanheira. Il lui confie le commandement de toutes les troupes portugaises dans l'Alentejo. Elle a également transféré sur le même théâtre d'opération Sancho Manuel de Villena, qui a assumé le poste de maréchal. La menace de la chute de la forteresse se répercute à la cour, prenant immédiatement des mesures pour éviter un événement aussi désastreux pour la défense du pays. Elvas était la place principale de l'Alentejo, le verrou de défense de la région et le chemin le plus court pour rejoindre Lisbonne. Deux préoccupations préoccupaient le Portugal. Que la forteresse tomberait faute de ravitaillement ou qu'il serait impossible de venir en aide. À cette fin, on a tenté d'empêcher la fuite des soldats de l'Alentejo en fermant les passages vers le Tage et remobilisant au plus vite une nouvelle armée de campagne, ce qui assurait au moins l'approvisionnement d'Elvas. Antonio Meneses, bien que confronté à des conditions de logistique extrêmement difficiles, rassemble une armée à Estremoz. Il organise des efforts de recrutement à Viseu et dans les îles de Madère tout en réunissant les garnisons de Borba, Jurmena, Campomayor, Villaviçosa, Montfort et Aronche en une seule armée de 8000 fantassins, 2500 cavaliers et 7 canons. La cavalerie portugaise était notamment dirigée par le général André de Albuquerque Rabifria, qui était considéré comme le commandant le plus compétent de la guerre et crédité d'avoir reformé la cavalerie portugaise en une force d'élite. L'armée portugaise quitte Estremoz au début du mois de janvier, marchant vers l'est en direction de la ville assiégée. Plutôt que d'emprunter la route principale Estremoz-Elvas, les Portugais se sont déplacés vers le nord et l'est de la ville. Dans la nuit du 16 janvier, l'armée arrive et occupe les collines au nord-est d'Elvas, d'où elle pouvait voir la ville et les lignes ennemies. Par fortune, mais aussi en raison de l'importance militaire de la place, Elvas était assez bien équipée. 2 citernes récentes assuraient l'approvisionnement en eau. Il y avait des logements pour assurer une partie de la garnison militaire. En outre, la région était suffisamment riche pour approvisionner la population et les forces militaires rassemblées pendant un certain temps. À cela s'ajoute également le fait qu'une partie de l'armée de l'Alentejo est présente à Elvas, ce qui signifiait qu'il y avait une solide garnison pour tenir la ville. En effet, la garnison d'Elvas compte environ 8000 hommes, milices et infirmiers. Il s'avère que Don Luis de Haro n'avait pas amené une armée suffisante pour assurer un siège et résister à une armée de secours. Il était à la tête de 20 000 hommes épuisés par le siège. Si l'on en croit l'une des sources portugaises sur le siège, il n'y avait environ que 10 000 hommes disponibles, très peu pour une tâche aussi énorme. Des renforts arrivaient, mais Don Luis de Haro, manquant d'hommes et de temps, ne tente pas un assaut, se contentant d'une ligne bloquant la ville, qui en raison de la faim finirait par capituler.
La croyance en l'impossibilité pour le Portugal de créer une nouvelle armée de campagne, combinée avec confiance dans ses lignes de siège qui étaient en construction, a donné au commandant espagnol l'espoir de remporter une victoire facile. Le 17 janvier, vers 8h du matin, l'armée portugaise occupe la colline d'Assomada et commence à avancer sur les lignes de siège espagnoles. Et une fois au contact, l'avancée est camouflée par un épais brouillard. Les Portugais attaquent l'armée espagnole où l'infanterie portugaise combat avec une telle férocité que les Espagnols furent chassés de leurs tranchées. Lorsque la cavalerie espagnole s'est déplacée pour intervenir, les canons portugais ont fait feu. En utilisant son infanterie en conjonction avec son artillerie, Don Antonio de Meneses a pu retarder plusieurs charges de cavalerie espagnole. La cavalerie lusitanienne reçut alors l'ordre de contrecharger la cavalerie espagnole en retraite et la met en déroute. Malgré la supériorité numérique espagnole, avec ses premières actions gagnées, Don Antonio de Meneses divise son armée, rassemble une partie pour attaquer les tranchées espagnoles tout en envoyant l'autre autour du flanc droit de l'armée espagnole. Ayant perdu la plus grande partie de sa cavalerie, Haro, qui n'est pas au courant de ce mouvement de contre-attaque portugaise, de par sa position sur la colline d'Assomada, où il tente de rassembler ses forces mises en déroute par la première attaque. Don Antonio de Meneses fait alors signe à la garnison d'Elvas de sortir de ses défenses et de se joindre à l'attaque. Pendant ce temps, Don Luis de Haro continue à mener une bataille défensive centrée sur sa ligne de tranchées statique et ne parvient pas à faire face aux troupes portugaises qui l'encerclent. Au milieu de l'après-midi, les Espagnols défendent vaillamment leur ligne, mais après un certain temps, la double manœuvre de flanc de Don Antonio de Meneses commence à épuiser les défenseurs, qui étaient maintenant attaqués de plusieurs directions à la fois. Don Luis de Haro abandonne sa stratégie en fin de journée, et les lignes espagnoles finirent par se rompre, avec des milliers de soldats fuyant dans la panique et en désordre. Don Antonio de Meneses ne perd pas de temps dans sa poursuite et harcèle les Espagnols pendant 3 jours, alors qu'ils se retiraient de l'autre côté de la frontière à Badajoz. La déroute fut totale. Les artilleurs espagnols furent incapables de mettre hors d'état de nuire leurs canons avant que les Portugais n'en capturent 22 pièces. Les pertes espagnoles sont lourdes. Sur les 17 500 hommes commandés, seuls 5 000 fantassins et 1 300 cavaliers parviennent à atteindre Badajoz. Les Portugais ont subi environ 200 tués et 700 blessés. La victoire portugaise la plus notable fut Rabi Fria, qui fut tué alors qu'il menait un assaut sur un point fortifié des tranchées espagnoles. Après son succès dans la bataille, Don Antonio de Meneses reçut le titre de marquis de Marivalva le 11 juin 1661, 6 ans plus tard, à la bataille de Monte Calaro. Meneses utilise une stratégie similaire pour repousser une charge de la cavalerie espagnole. Un monument commémoratif se dresse sur le site du champ de bataille. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 27 janvier 1659, Richard Cromwell est proclamé gouverneur par le Parlement d'Angleterre. Il manque d'autorité pour contrôler les généraux et abdique le 25 mai. Du 10 au 11 février, c'est la guerre dano-suédoise. Charles X Gustave de Suède échoue dans sa tentative de prendre Copenhague. Le 5 mai 1659, les Anglais occupent l'île de Sainte-Hélène. Le 7 novembre 1659, Mazarin et Don Luis de Haro signent le traité des Pyrénées sur la baie d'Assoa entre les royaumes de France et d'Espagne, qui marque la fin de 27 ans de guerre. Le Roussillon, la Sardaigne, l'Artois et les places fortes sur les frontières du nord-est, Gravelines, le Quesnoy, la Drissie, Avesnes, Philippeville, Mariebourg, Meddy et Thionville deviennent français. Louis XIV épousera l'infante Marie-Thérèse d'Autriche avec une dot de 500 000 écus pour sa renonciation au trône d'Espagne. Amnistie de Condé, qui servait l'Espagne depuis 1653 en échange d'une lettre de soumission. Comme on l'a vu, la bataille des lignes d'Elvas a été l'un des affrontements les plus importants de son époque, connu dans l'histoire sous le nom de guerre de restauration. Les troupes portugaises en infériorité numérique repoussent l'armée espagnole en faisant de lourdes pertes, consolidant et actant l'indépendance portugaise retrouvée en 1640. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien.
Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.